Buongiorno amici, come stai? Je fais beaucoup trop le dingue, je reviens de vacances, écoutez, voilà. Il m'a suffi de quelques jours là-bas et je parle déjà parfaitement la langue, qu'est-ce que tu veux que je te dise Come stai? Come stai? Ok. Ah mais les gars, mon niveau, il me choquait, hein. Franchement, au bout de quelques jours, mes réactions sortaient tout naturellement en italien. Che magnifico este batimente. Ok, ok, pardon, je m'excuse, il y a des Italiens qui me regardent, je suis désolé si j'ai un peu écorché la langue, j'ai peut-être un peu menti par rapport à mon niveau. Bon, qu'est-ce qu'on fout dans cette vidéo? On n'est pas venu pour parler de mes vacances, merde quoi. Enfin, un peu. T'as cliqué sur la vidéo, t'as bien vu que ça allait être une FAQ, enfin un peu parler de moi quand même. On va un peu parler de moi. Vas-y, je fais trop le beau gosse, je vais un peu me calmer. Donc voilà les gars, petite FAQ pour les 1000 abonnés. Déjà, je dois vous remercier, ça me fait hyper plaisir. Vous êtes tout simplement monstrueux, hein. J'ai lancé cette chaîne il y a 6 mois sans trop savoir à quoi m'attendre, et en fait je découvre que j'aime trop le format vidéo. Ça fait longtemps que je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai toujours été un peu tenté d'en faire. Il y a 6 mois je me suis dit, bon mec, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. J'ai lancé la caméra et voilà, on est là les gars. Un peu comme le tatou en fait, en fin de compte, hein. Tant que t'as pas planté l'aiguille la première fois, tu feras jamais de tatou. C'est aussi simple que ça en fait, hein, au final. Du coup, je vous ai demandé dans la dernière vidéo et sur Instagram de me poser des questions pour la FAQ. Il y a eu un peu de tout et n'importe quoi, hein, on va se le dire. Les gars, on est parti pour y répondre. On va un peu parler de moi. Première question qui nous vient de Noirounette. Pour pour la FAQ, c'est quoi ton parcours professionnel avant de devenir tatoueur? Études, potentiel, ancien taf, etc. Est-ce que tu savais dès le lycée que tu voulais faire ça? Pour mes études, après ce qu'on appelle nous les secondaires, donc le lycée pour vous, je pense, les Français. Donc quand j'avais 18 ans, en vrai, je me suis un peu cherché. Je suis d'abord passé par Albert Jacquard, c'est une école d'infographie à Namur. On est un peu dans le milieu artistique, mais quand même plus du côté logiciel. C'était pas une mauvaise école, mais en vrai, ça me correspondait pas du tout. Psychologiquement, c'était pas ouf. Crise d'anxiété à gogo, comme on dit, tu vois. Ça y allait bien franco de port, quoi. Voilà, pour sortir 2 expressions belges en moins d'une minute. En fait, je me tapais des trajets insupportables. C'était 1h40 aller, 1h40 retour. Si mon premier train était à l'heure, si je le ratais, t'inquiète que je prenais 2h30 à arriver à l'école. Enfin, soit j'ai tenu genre 9 mois comme ça. Puis j'ai pété mon câble, quoi, tu vois. J'ai lâché complètement. Les 3 derniers mois avant de quitter l'école, je luttais un peu pour rester là-bas. En me disant non, mais vas-y, t'es pas une merde, y a que les merdes qui abandonnent et tout, bazar. Il y a un moment où c'est un peu cliqué comme ça et je me suis rendu compte que non, en fait, c'est pas grave, tu vois, si t'abandonnes. Je veux dire, ça me correspondait pas, c'était pas le moment. Donc voilà. En fait, oui, personne n'allait me juger. J'allais juste recommencer une autre année ailleurs et c'est pas la fin du monde, quoi. J'avais 18 ans, j'avais encore tout le temps de recommencer quelque chose. Après ça, ne sachant pas trop ce que je voulais faire, la seule chose que je savais, c'est que je voulais pas me taper des trajets d'1h30 parce que je pense que c'est ça qui a quand même fortement contribué à mon cassage de crâne. Voilà, donc j'ai pris des cours de langue d'anglais pendant 1 an, en me disant que l'anglais ça allait toujours me servir un jour ou l'autre. Ce qui d'ailleurs me sert réellement aujourd'hui pour les réseaux sociaux, parler à mes clients qui viennent de loin, etc. Après les cours d'anglais, j'ai fait Saint-Luc en option graphisme. C'est à Bruxelles, c'est une école d'art visuel et ça a vraiment été une école où j'ai surkiffé l'expérience que j'ai eu sur place et ça a été hyper bénéfique pour moi. J'ai adoré les 3 années que j'ai passées là-bas, j'ai appris plein de trucs. Alors faut savoir que je me suis inscrit dans cette école sans trop savoir ce que c'était que le graphisme en soi. Pour te dire, j'ai même pas été voir les portes ouvertes de l'école avant de m'inscrire. Je me souviens que j'avais été voir un jour un montage vidéo sur YouTube de Call of Duty, je pense. Et je me disais que ça devait être cool de pouvoir gérer la colorimétrie de l'image, le montage, bazar, etc. Et je m'étais dit, bon, on va aller en graphisme. Pour te dire à quel point ça démarre de loin et que je ne savais pas là où j'allais m'inscrire. Parce que le graphisme, c'est totalement différent de ça. Hein. C'est plus créer des affiches, des logos, des packaging, bazar, etc. Mais en fait, j'ai pris goût à mort au truc. Et je m'en suis rendu compte pendant l'année, quoi, la première année. J'ai fini graphisme, j'ai eu mon bachelier. Après ça, je me suis inscrit à l'université en histoire de l'art. Mais en réalité, j'avais un petit plan dans ma tête. Je sais pas partout ailleurs, mais en tout cas, à l'université ici à Bruxelles, les présences sont pas obligatoires. La seule chose que je devais faire, c'était passer mes petits examens 2 fois par an. Tranquillou, quoi. Mais attention par contre, parce que quand je dis passer des examens, en vrai c'est juste se rendre sur place, signer le papier et repartir chez toi. Là faut le dire, cette année-là j'étais vraiment en toute détente. Hein. Et en réalité, en fait j'ai fait ça pour pouvoir travailler à mort sur mes dessins, développer mon style graphique et développer mon flashbook pour les tatous. Je savais que ça allait me prendre pas mal de temps et je savais que c'était la meilleure stratégie pour pouvoir développer un peu le truc, quoi. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce flashbook, j'en ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir sans souci, ça me fera kiffer. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que tu savais dès le lycée que tu voulais faire ça? En vrai non, pas trop. Donc là tu parles bien du tatou, hein. En vrai j'ai un peu de mal à me rappeler quand est-ce que l'idée a vraiment germé en moi. En fait, je me souviens de 2 événements. Ma cousine m'avait un jour demandé de lui dessiner au marqueur sur le bras. Je pense qu'elle devait aller à un anniversaire ou un truc comme ça. Faut savoir qu'elle était plus âgée que moi, donc elle avait l'âge de sortir. Moi, je devais peut-être avoir 13-14 ans. Et j'avais trop aimé faire ça, même si c'était juste du marqueur, pas encore de la vraie encre, tu vois. Enfin, on se comprend. Mais ça allait pas tenir à vie sur sa peau. Et deuxième événement, un peu plus tard, un pote qui avait trop bu en soirée, il était par terre inconscient, en coma éthylique. Je rigole. Non, je pense qu'il faisait juste dodo profondément. Et on s'est mis à lui dessiner dessus, quoi. Vous avez tous fait ça au moins une fois, j'imagine. Et là, je me souviens que je m'étais dit, tiens, je pense qu'il y a quelque chose à faire, ça m'amuse pas mal de faire ça.
Deuxième question. Tu manges quoi le matin? De Thomas. Thomas, merci pour ta question. Je sais pas si je te remercie de ce genre de questions, mais bah écoute, souvent je mange pas le matin. Question de puer un maximum de la gueule face à mes clients, tu vois. D'ailleurs, le lavage de dents n'est souvent pas compris dans ma morning routine. Je rigole. Parfois c'est vrai que j'aime quand même boire ma petite duvel le matin, tiens. Rien de mieux qu'un peu d'alcool pour démarrer sa journée, non? Et c'est aussi pour éviter de trembler quand je tatoue. Si j'ai pas mon alcool dès le matin, j'ai un peu tendance à trembler de la main, tu vois. Camilla me pose la question suivante. Quel est l'aspect de ton métier que tu aimes particulièrement et auquel on ne s'attendrait pas? À l'inverse, selon toi, quel est le plus gros inconvénient du métier? Chose dont on ne s'attend pas, en vrai, je sais pas trop te dire. Parce que pour moi, en fait, ça me semblait évident quand j'ai voulu me lancer. Alors, il y a évidemment plusieurs aspects que j'aime. Par exemple, le fait de pouvoir me laisser aller complètement graphiquement. En réalité, je fais un peu ce que je veux. Je développe mon style et en réalité, les gens suivent un peu le truc et ça me fait hyper fort plaisir. J'en suis vraiment hyper reconnaissant. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu faire du tatou et pas du graphisme. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile pour un graphiste freelance d'avoir toutes les libertés artistiques un peu qu'un tatoueur a. D'ailleurs, c'est un autre point ça aussi. Via Instagram, maintenant j'ai un style plutôt bien défini et je reçois des demandes parfois pour des projets plutôt du domaine du graphisme, genre des pochettes d'albums, des t-shirts, enfin tout ça. Et en fait, je peux vraiment faire une sélection des projets sur lesquels j'ai vraiment envie de travailler. Voilà, je suis pas obligé de me taper les aspects du graphisme que j'aime moins. Par exemple, la typo, je suis quand même assez mauvais. J'en fais pas. Alors autre chose aussi, avec le tatou, il y a quand même le côté humain. Une session de tatou, c'est un moment de partage, de connexion avec la personne. Enfin, je veux dire, tu changes quand même son apparence à vie, tu vois. Pouvoir parler de plein de sujets, découvrir le métier des gens, faire du networking, etc. En fait, c'est hyper plaisant. Voir la personne ressortir de la session avec un sourire, bazar, etc. C'est hyper gratifiant. Un autre point qui me fait kiffer, je pense d'ailleurs c'est un des plus importants, c'est de pouvoir gérer moi-même mes horaires. Vraiment, c'est un truc, je déteste avoir ce même schéma tous les jours. Tu commences à telle heure, tu reviens à telle heure, tu te fais à manger, tu vas dormir, c'est bon. Si l'envie me prend de dessiner à 2h du matin, je veux pouvoir le faire, quoi. Ça rejoint évidemment cette idée de liberté de nouveau. Liberté graphique, mais aussi liberté de ma vie, tu vois. Un point qui en surprend plus d'un. Pour qui je me prends à dire ça? Qui en surprendra plus d'un. Souvent les gens ils me disent ouah, tu fais du tatouage, t'es hyper chanceux, ça veut dire que tu peux voyager, tatouer en même temps, gagner ta vie, bazar. Bah en fait oui, c'est possible. Moi c'est un truc qui ne m'amuse pas. C'est pas que ça m'amuse pas, mais c'est un truc qui me stresse. En fait, le truc, c'est qu'il peut se passer plein de choses. Je me suis déjà fait arrêter à l'aéroport parce que j'avais des aiguilles, ma machine dans la valise. Si ton avion est annulé, tu dois annuler des rendez-vous, mais si ça se trouve, ces clients ont eux-mêmes voyagé pour venir te voir dans telle ville, qui fait que je l'ai un peu sur la conscience, tu vois. Je suis parano, tout simplement, donc j'ai trop peur de perdre mes affaires en permanence, ce qui fait que je check tout 160 fois et c'est vraiment source de stress. Je connais pas spécialement les shops dans lesquels tu vas et parfois il faut te réadapter. Enfin voilà, un peu stressant pour moi. Je préfère voyager pour voyager et découvrir que voyager tout en travaillant. Ça m'est déjà arrivé aussi par exemple de guester dans une ville et en fait ne pas avoir le temps limite de visiter la ville dans laquelle t'es, tu vois. Du coup, les guests sont pas prévus pour l'instant. J'en profite pour répondre déjà à des questions qui m'ont été posées. Par contre, ça veut pas dire que je vais plus jamais guester non plus, hein. Juste que c'est pas souvent. Et pour revenir à la question de Camilla, pour les inconvénients, c'est le fait que du coup, en tant que tatoueur, tu es inscrit en tant qu'indépendant, ce qui signifie que c'est beaucoup plus dur de faire des emprunts à la banque pour acheter une maison ou quoi que ce soit. Par contre, dans l'ensemble, je suis hyper heureux. Franchement, c'est le meilleur compromis que j'aurais pu avoir. Je regrette en rien du tout mes choix et je pouvais sincèrement pas espérer mieux, quoi. Ketchup ou mayo? Alors là, je peux te dire que j'en ai goûté beaucoup des sauces avec toutes les sauces qu'ils nous proposent pour les frites ici en Belgique. Y a rien à faire, ça restera toujours mayo. Franchement, mayo à vie. Un peu comme ça d'ailleurs. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais oui, je porte bien un maillot aujourd'hui. Attends, faut quand même juste que j'explique vite fait pourquoi est-ce que je porte ce maillot. Comme vous avez pu le voir, je reviens de vacances et j'ai pas eu le temps de faire mon linge. J'ai plus aucun vêtement dans ma garde-robe. Il me restait juste ce maillot dans mon armoire. Écoute, voilà, pas le choix, hein. Chaud d'un tatou tour de ceux que t'as sur toi, t'as l'air d'avoir des pièces cool. Je dirais même un tatour tant qu'on y est. Non? Non. Bon, les gars, je peux pas être tous les jours parfait non plus. Bon, en vrai, je vais pas tous les faire. Ça risque d'être un peu long, mais je vais essayer de faire un résumé rapide. De manière générale, on est quand même sur un look plutôt traditionnel, tu vois. C'est du patchwork, donc c'est des pièces qui sont mises les unes à côté des autres avec un espace entre. En termes d'épaisseur de ligne, on est sur du 50-50. J'ai parfois des très grosses lignes comme celui-ci, puis de la plus fine comme celui-ci, genre. Alors c'est vrai que j'ai dit trad pour le style, mais on n'est pas sur du trad. Il y a toujours soit un petit côté cartoon, celui-là avec son petit anus ici, là, qui me fera kiffer vraiment toute ma vie. Un peu surréaliste aussi parfois. Ou alors il y en a un autre que j'adore sur ma jambe, pas si on le voit dans la caméra, les trois petits œufs là. On a du plus traditionnel, du plus old school aussi. Je sais pas si on voit bien mon énorme biceps. Voilà, je sais pas si mon énorme biceps rentrait dans le cadre de la vidéo. Peut-être j'aurais dû tourner un plan large, on verra bien. J'ai aussi pas mal de tatous qui sont plus dans un style, ce qu'on appelle French tattoo prison, comme celui-ci. Là aussi, on est complètement dans le French tattoo prison. J'ai pas mal de styles différents, mais je reste principalement sur cartoon, funky, surréaliste. French tattoo prison, ça commence déjà à faire beaucoup en fait finalement. Si vous voulez le nom d'un artiste pour un tatou précis, demandez-moi en commentaire, j'y répondrai. Je vais pas tous les indiquer ici dans la vidéo quand même. À quoi ressemble ton premier et dernier tatouage? Alors je sais pas si tu parles de tatou sur moi ou ceux que j'ai fait. En tout cas, moi le premier que j'ai eu sur moi, c'est celui-ci. La petite tête de dragon un peu chelou là. J'avais 22 ans, donc il y a 6 ans. Et le dernier que j'ai eu sur moi, c'est celui-ci.
Putain les gars, vous me faites faire du breakdance avec vos questions. Alors par contre, le premier que moi j'ai fait, c'est celui-ci. Je me relève. Je savais pas que c'était risqué d'être youtubeur. Hein. Du coup, oui, je me suis effectivement entraîné sur mes propres jambes avant de faire celles des autres. J'avais peur de trop me chier sur les autres et de l'avoir après sur la conscience. Et donc voilà, je me suis dit, je préfère détruire ma peau. Et puis on verra bien. J'ai d'ailleurs encore des vidéos de ça, de moi qui me tatoue mon propre premier tatou. J'en ferai peut-être une vidéo entière, donc je la garde de côté pour l'instant, je la montre pas tout de suite. Et le dernier tatou que j'ai fait, c'est celui-là. Voilà, je l'affiche à l'écran. Alors là les gars, on va rentrer dans une section de la vidéo qu'on va appeler la section Sarah, qui m'a posé approximativement 17 384 questions. Voilà, tout simplement. J'en ai sélectionné 3 pour vous. As-tu déjà refusé de faire un tatouage? Si oui, pourquoi? Alors, tu fais très bien de poser la question, Sarah. Mais par contre, je te félicite pas du tout. Parce que si tu me poses cette question, c'est que tu n'as pas été bien voir ma chaîne YouTube et que tu n'as pas regardé cette vidéo dans laquelle je réponds littéralement à ta question. Hein. Donc tu vas me faire le plaisir de d'abord finir cette vidéo aussi, hein, quand même. Moi j'ai un watch time à tenir. Après tu peux aller regarder celle-là par contre. Hein. Alors deuxième question de Sarah. Combien de temps tu prends pour retravailler tes flashs que tu mets en accéléré sur YouTube? Retravailler, je ne les retravaille pas. Parce qu'ils sont tout de suite parfaits avec moi, tu vois ce que je veux dire? Non mais sérieusement je les retravaille pas. En fait ça m'arrive jamais de revenir sur un dessin le lendemain en me disant qu'il fallait que je fasse des modifs. Quand je commence un dessin je le finis jusqu'à ce que je sois convaincu à 100%. Alors petite précision, aujourd'hui je ne reviens jamais sur mes dessins. Mais c'est vrai que quand je commençais au début, je pouvais en dessiner 10 avant de regarder qu'un seul quoi. Et encore, celui-là, il fallait que je le modifie. Enfin, soit. Et alors, le temps pour créer un flash, je pense que c'est plutôt ça ta question, c'est approximativement 1h30 par dessin, je dirais. En vrai, ça peut fortement varier. Il y a des dessins sur lesquels je me chie un peu dessus, quelques traces de caca dans le maillot, et parfois, ça passe du premier coup easy. Je sais que vous pouvez voir un dessin en 1 minute, 1 minute 30 peut-être sur YouTube, mais moi, en réalité, derrière, ça me prend quand même genre 1h30 de dessin, quoi. Troisième et dernière question de Sarah. Souhaites-tu ouvrir ton propre shop? En vrai, non. Un peu dans cette idée de liberté, je préfère juste me rendre à mon shop, faire mon petit tatou, payer mon loyer, et voilà. Pour moi, on est bon. En vrai, tenir un shop, c'est des responsabilités. Gérer les résidents qui y travaillent, la venue des guests dans le shop, la vente des produits au shop, créer des événements, moins de flexibilité dans les horaires, alors que je disais que ça, c'était vraiment hyper important pour moi. Voilà, c'est ce qui me freine un peu. Alors, on en a fini pour cette section Sarah. On passe à la prochaine question. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais être tatoueur? Je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Après, je pense pas leur avoir dit du jour au lendemain, papa, maman, je veux être tatoueur. C'est pas un truc, tu te lèves le matin et tu te dis genre, aujourd'hui, c'est un truc qui est venu progressivement. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que mes parents n'ont jamais été contre. Ils m'ont d'ailleurs toujours soutenu à mort, en fait. Hein. Et d'ailleurs, pas que pour le tatou, hein, pour tous mes projets. Par exemple, j'ai joué énormément de batterie dans ma vie, pendant quand même 10-15 ans, je dirais. Je faisais un boucan monstre à la maison. C'était une batterie acoustique. Ils m'ont jamais stoppé, en fait, tu vois. Ils m'ont laissé m'épanouir et me développer un peu artistiquement. Et voilà, donc je les remercie pour ça. Petite question de Maxime. Prout. Ah putain, je m'énerve. Putain, je voulais que ça soit une chaîne un peu intéressante, on en est là quoi. Bah voilà, écoute, j'ai répondu à ta question, hein, Maxime. Est-ce que tatouer dans ta chambre te manque? La personne qui me pose cette question, c'est une personne que j'ai tatouée à mes tout débuts, Nino. Quand je tatouais encore dans ma chambre en vrai. C'est d'ailleurs là en fait où j'ai fait mon tout premier tatou sur ma jambe. Voilà, quand je vous dis que mes parents ont été complètement à l'aise avec le fait que je tatoue, ils me laissaient me tatouer moi-même à côté d'eux dans ma chambre quoi, tu vois. Et pour répondre à ta question, Nino, non, ça ne me manque pas. Quand je revois les conditions dans lesquelles je travaillais à ce moment-là, j'avais pas de machine à stencil, j'avais pas de place juste pour tourner autour de la table ou même moi-même me bouger. Ma lumière pour m'éclairer, c'était ma lampe de nuit. Enfin, genre, c'est là où je me rends compte que j'étais quand même très motivé au début parce que je devrais tatouer dans des conditions pareilles aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même compliqué, quoi, tu vois. Maintenant que t'es parti en Italie, t'as appris à ne plus couper tes pattes. Ça, c'est une réaction à cette story-là. J'ai juste plus mangé de pâtes après ça, en fait, là-bas. Les gens me dévisageaient comme si c'était la fin du monde. Enfin, voilà, je suis désolé si j'ai un peu détruit la culture italienne dans cette vidéo. Est-ce que tu comptes faire des vidéos qui n'ont pas vraiment de rapport avec les tatous? Et si oui, dans quel domaine? Toujours en lien avec l'illustration, le dessin? Ça, c'est une très bonne question et ça me fait plaisir que tu la poses d'ailleurs. La raison pour laquelle tu poses cette question, je pense, c'est parce que tu auras remarqué que, certes, la chaîne est tournée vers le dessin et le tatou, mais aussi pas mal vers le divertissement. En tout cas, j'essaye toujours de développer les concepts, mais de manière divertissante, avec la participation de gens ou quoi que ce soit. Je pense d'ailleurs que c'est là, pour moi, toute la force de YouTube, faire participer les gens. Pour l'instant, je me suis concentré sur ce que je savais faire, donc le dessin et les tatous, parce que je lance à peine la chaîne, j'ai encore des choses à découvrir, plus point de vue logistique, tu sais, caméra, micro, bazar, pour m'habituer à être face à la caméra aussi. L'exercice au début n'était pas facile, j'avais pas l'habitude de me filmer, quoi. Je sais pas si je répétais dans mon micro la première vidéo, quoi, par exemple. Mais effectivement, j'ai envie d'ouvrir un peu plus le champ et de découvrir d'autres domaines. Attention quand même avec le milieu artistique, avec des concepts dans la plus ou moins la même lignée, mais élargir quand même un peu le truc. Quand j'ai une idée en tête, je note toujours le concept très rapidement dans mes notes. Je m'étais dit que ce serait marrant par exemple de faire du nail art.
Je sais pas en faire, mais ce serait marrant de découvrir avec vous, tu vois. Plus nécessairement me reposer sur ce que je sais faire, mais sortir un peu de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort, ça a toujours été bénéfique pour moi. Je me dis, pourquoi pas le faire en vidéo, tu vois. Alors par contre, je pense pas que ce sera pour tout de suite, parce que déjà, j'ai pas l'équipement nécessaire. Je pense qu'il faut que je m'achète au moins un micro-cravate, une caméra trépied, tout un bordel. Enfin voilà, je m'y connais pas en vidéo. Je pense que je dois d'abord me renseigner pour pouvoir faire ça. Puis aussi, tu vois, je peux pas faire ça sur ce bureau, il est trop petit, donc peut-être que je vais devoir le faire là, ou alors trouver peut-être un endroit pour le faire. Avec un beau fond, enfin, soit. Je suis en train d'y penser, mais c'est pas pour tout de suite. Top la vidéo comme d'hab, merci. Quand tu n'as plus d'inspi, comment fais-tu? Utilises-tu un logiciel, un site, etc. Ça, c'est une question qui m'est revenue vraiment pas mal de fois. Non, j'utilise aucun site ou logiciel pour trouver de nouvelles idées. Tout sort directement de mon cerveau. En vrai, je pense que c'est un truc qui vient avec le temps. Je me souviens plus bien comment ça se passait au début quand je commençais à dessiner, mais il me semble que c'est vrai que c'était quand même plus difficile pour moi de trouver des idées que actuellement. Comme je le disais, au début je dessinais une dizaine de dessins avant d'en garder un seul, avant d'avoir vraiment la bonne idée quoi. C'est vrai qu'avec le temps, petit à petit, ça sort plus facilement, un peu comme la crotte du matin finalement. L'imagination en fait, je pense c'est une machine ultra puissante, mais qui doit se travailler. C'est vrai que ça prend un peu de temps à démarrer, mais une fois que ça démarre, tu peux aller loin quoi. Et donc du coup, là aujourd'hui non, je suis plus jamais en manque d'idées. J'en ai même beaucoup trop en fait, ça va très vite. D'ailleurs, j'ai même en fait toujours peur d'oublier mes idées, ce qui fait que j'ai toujours avec moi un carnet dans lequel à chaque fois qu'il y a une idée qui genre pop dans ma tête, je dessine rapidement, croquis très rapide, très moche, on s'en fout, c'est juste pour que je retienne l'idée, que je revienne dessus plus tard et que je leur dessine proprement. Et en réalité, j'en suis à un point où mes idées arrivent plus vite que ce que je n'ai le temps de les dessiner proprement. C'est-à-dire que les idées arrivent plus vite dans mon carnet que ce que je n'ai le temps de les dessiner proprement sur papier. Et en vrai, c'est hyper frustrant. Parfois, quand je m'installe à mon bureau pour dessiner, c'est vrai que je suis comme ça. Oh, je suis chaud de dessiner celui-là. En même temps, celui-là, il claquerait. Ce petit coquin-là, il me fait pas mal de l'œil. Je pense que ça va plutôt partir sur celui-ci en fait. Mais en vrai, je devrais peut-être ajouter des détails et en faire une énorme compo pour en faire un dos complet. Et si je faisais même une fresque murale de 17 mètres carrés? Enfin voilà, je suis pas en manque d'idées. Dans ce carnet, j'ai assez pour pouvoir dessiner des tatous pendant les 3 années qui suivent là. Et donc du coup, pour répondre à la question, en vrai, je m'inspire un peu de... La réponse va paraître un peu bateau, mais je m'inspire un peu de la vie de tous les jours quoi. À tout moment, je peux avoir des idées qui popent dans ma tête en voyant un objet super banal en fait, tu vois. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, par exemple là, j'étais en Italie il y a pas longtemps, comme vous avez pu le comprendre. Il y avait plein de blasons peints sur les murs de l'université de Bologne. Les gars, mais là, il y avait littéralement 20 000 concepts de tatou, tu vois. Enfin, en vrai, ça peut venir vraiment n'importe où, n'importe comment. Tu designes tellement de vases, pots, colonnes, escaliers, bibelots. Déjà tenté une double carrière tatoueur, architecte d'intérieur. Alors, je sais que tu as tourné cette question en mode blague, mais en vrai, la question est intéressante. C'est vrai qu'il m'arrive souvent de m'inspirer d'éléments de décor, d'architecture, etc. Je m'étais même dit un jour qu'il faudrait que j'apprenne à utiliser les programmes d'architecte pour pouvoir dessiner plus rapidement mes architectures et plus précisément. Après bon, il y a eu un peu la flemme et que ça restait peut-être un peu plus rapide quand même par Illustrator qui est un programme pro d'architecte. Et comme moi, je suis un gars qui vit un peu dans la fast life, tu vois, voilà, le choix est vite fait quoi. Et en vrai, je me suis dit que si un jour je créais mon shop, ce qui n'arrivera du coup pas, ou une boutique de vêtements ou quoi, ça me ferait tellement kiffer d'organiser moi-même toutes les pièces. J'aimerais designer la totalité des salles quoi. En vrai, pouvoir rendre mes dessins réels. Je parle pas d'utiliser une imprimante 3D et faire des petites impressions. Vraiment des sculptures taille humaine quoi, tu vois. Ce serait insane. Mais bon, je rêve un peu. Pas le droit de rêver de temps en temps. Mais oui, avoir à disposition les matériaux et des gens qui savent gérer tout type de modelage de matériaux, ça me ferait kiffer. Quel brush tu utilises pour tes ombrages? Par quel processus parcours es-tu passé pour apprendre le dessin et t'améliorer? Est-ce que tes blagues sont suppléments si on vient se faire tatouer? Alors là les gars, je vais répondre à la question la plus posée de tous les temps. Je vous jure, je reçois cette question au moins une fois par jour sur Instagram par rapport aux brushes que j'utilise. Ça devient presque de l'acharnement à ce point-là pour vous dire. Je suis prêt à révéler le truc. Déjà, je dessine sur Photoshop. J'en profite pour répondre à cette question qui m'a été posée. Et voilà. Illustrator pour les architectures et tout ce qui est très droit. Photoshop pour tout le reste et pour les ombrages. J'utilise donc une tablette pour avoir la pression du pen. Perso, j'ai pris une tablette Wacom, la moins chère qu'il y avait sur le marché, et ça marche parfaitement pour moi. Et en fait, j'utilise principalement ce brush-ci. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un brush de base que tout le monde a sur Photoshop. Généralement, je descends un tout petit peu le flux ici pour pouvoir vraiment bien gérer les détails. Et alors il y a un deuxième brush que j'utilise aussi, et je pense que c'est par celui-là que t'es intéressé. Alors j'utilise moins souvent, mais par contre c'est vraiment hyper pratique pour faire des gros dégradés. Alors c'est aussi un brush de base, le deuxième d'ailleurs je pense, sauf que celui-ci ici, je le mets en mode fusion et flux à 100%. C'est ça qui me permet d'avoir ce petit effet texturé, toujours très plaisant, et la pression du pen marche aussi. J'ai révélé tous mes secrets. Par quel processus parcours es-tu passé pour apprendre le dessin et t'améliorer? Alors là par contre j'ai pas vraiment de réponse. Je dessine depuis que je suis tout petit. Pas envie de dire genre c'est inné. C'est le genre de réponse qui m'énerve. Je pense que c'est toujours possible d'apprendre à dessiner, mais j'ai pas spécialement de technique ou de recette miracle à vous donner. Pour moi, faut pratiquer quoi. Tu vois, c'est comme un instrument. Voilà, je suis désolé, je sais pas te dire plus que ça. Est-ce que tes blagues sont suppléments si on vient se faire tatouer? Alors ça, par contre, les blagues sont toujours là. Tatouer ne m'empêche pas d'en faire. Par contre, je facture 10 balles la blague. À toi de voir si t'as envie de...
Je souhaite me lancer dans le tatouage, je voulais savoir qu'est-ce que tu conseilles le plus de faire. Ça aussi, c'est une question qui m'est revenue blindée de fois, vous imaginez. Et en vrai, il y a tellement de choses à prendre en compte que je peux pas y répondre correctement comme ça en 2 minutes. On se rend pas vraiment compte, mais en réalité, se lancer dans le tatouage, c'est pas uniquement comment rentrer correctement une aiguille dans la peau. Il y a plein d'autres aspects à prendre en compte. Développer son style, apprendre à dessiner en fait, de base. Apprendre à utiliser les logiciels pour dessiner, si tu veux dessiner via des logiciels. Comment est-ce que la peau marche? Comment est-ce que la cicatrisation marche? Qu'est-ce que tu peux te permettre de faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas te permettre de faire dans la peau? S'adapter à tout ça pour développer ton propre style. Comment gérer ton contact client? Comment gérer la communication? Être indépendant et donc savoir gérer un peu ça. Savoir comment monter une machine, passer les formations d'hygiène. Enfin, plein de choses en vrai. Peut-être la qualité qu'il faut avoir pour être un bon tatoueur, avoir énormément de patience pour de 1 développer ton style et apprendre toutes les techniques. Accepter le fait que tu vas faire des erreurs. Je connais personne qui est parfait du premier coup. Et donc accepter le fait qu'en fait tu risques quand même de décevoir des gens. Accepter aussi le fait que tu seras pas le meilleur du jour au lendemain et être à l'écoute de ceux qui s'y connaissent. Si tu as l'occasion de démarrer avec quelqu'un qui s'y connaît à tes côtés, franchement, prends la chance quoi. C'est un boost monumental. Faut savoir se remettre en question en permanence aussi, sortir de sa zone de confort, observer, puis surtout se lancer en fait. Je connais des gens qui ont voulu commencer en même temps que moi, donc il y a 4 ans, 4-5 ans. 4 ans plus tard, en fait, ils sont toujours à apprendre sur des peaux synthétiques parce qu'ils n'ont jamais passé ce cap de tatouer la peau humaine. Et en fait, je pense que parce qu'il y a une peur en fait qui est là et qui s'installe et en fait, elle grossit au fur et à mesure du temps que t'attends. Donc je conseille de pas trop attendre longtemps non plus. Après, je suis pas en train de dire non plus, vas-y détruis la peau de ton pote demain. Et en fait, il faut bien calculer à quel moment est-ce que tu peux tenter de nouvelles choses ou pas. Et alors un dernier point, c'est pas un truc que tu peux gérer malheureusement, mais c'est la chance. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, ce qui fait que ça a pris assez vite. En fait, combiner travail, motivation et chance, franchement, si t'as les 3, t'es parti en fait, mon gars. Dernière chose, peut-être saisir les opportunités quand tu peux aussi. Quels sont les 3 tatoueurs en Belgique que tu préfères par leur style ou leur concept, en dehors de ceux que tu connais personnellement? Là, ça va être difficile à te répondre parce que tu vois, je les connais un peu tous malheureusement. Putain, je me déteste, pardon. Je te les affiche là, les grands. Je te laisse checker leur Insta, c'est du solide. Après, moi, sur Insta, je suis quand même beaucoup plus de tatoueurs espagnols ou italiens. Je me fais d'ailleurs tatouer beaucoup plus par eux. Voilà, donc je sais pas si je suis le meilleur en termes de tatoueurs belges. Combien de temps tu as mis pour te payer correctement avec le tatouage? Comme je l'explique dans cette vidéo brièvement, au début, je travaillais dans un café le matin et j'allais au shop l'après-midi parce que j'avais pas de quoi gagner assez avec le tatou et de me payer ma vie, tu vois. En vrai, c'était une période hyper épuisante. Je me levais à 5h30, 6h pour aller travailler au café, puis j'allais au tattoo shop l'après-midi, il m'arrivait de revenir parfois à 20h, tu vois. Mais je savais qu'il fallait que je passe par là si je voulais un jour que ce soit mon métier. J'ai fait ça pendant, je pense, 1 an. Un truc comme ça. Puis il y a eu le Covid, donc arrête de travailler, etc. J'ai profité de ce temps de vie qui m'était offert, littéralement, pour dessiner et créer le style que j'ai actuellement. Je voulais sortir du Covid et ne faire plus que du tatou. J'en avais marre du café. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Ce qui fait que j'ai pu me payer correctement, je dirais, après 1 an et demi. Je peux pas dire ce mot. Sinon, ma vidéo va de nouveau être recommandée à des médecins, les gars. Ou des gens chelous, qui sait? C'est quoi ta morning routine? Duvel. En tant que tatoueur, quelle sera la prochaine trend tu penses? J'en connais une qui cherche des idées pour son propre compte là. Et en vrai, j'en ai aucune idée. J'ai jamais essayé de suivre des trends. C'est un truc que j'aime pas en vrai. Je pense que si tu cherches de la visibilité, j'imagine que tu parles d'Insta, le mieux c'est peut-être d'être original justement et de sortir du commun, proposer quelque chose de nouveau. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que tant que tu feras les choses avec passion, ça se ressentira et c'est peut-être la meilleure des choses à faire. De nouveau, je sais pas la recette secrète pour ça. J'ai plus l'impression que c'est des coups de chance en fait quand ça arrive. Pas mal. Avant le tatou, as-tu fait des études de communication? Non, pas d'études de communication, à part la communication visuelle, comme j'ai pu le dire plus tôt, mais pas de communication pure et dure quoi. Par contre, c'est un truc que j'ai appris avec Instagram et YouTube maintenant. Ça semble con, mais par exemple, juste le fait de trouver un titre pour sa vidéo YouTube, je sais que ça a l'air simple, mais ça a été plus compliqué que ce que je pensais. Faut pouvoir trouver un bon équilibre entre attirer les gens, mais sans que ça soit trop putaclic non plus. Mais quand même les attirer pour qu'ils cliquent sur la vidéo. Enfin, pareil pour la miniature. Moi, j'apprends à en faire, littéralement là. Est-ce que tu pètes souvent? Comment t'es venue l'idée de te lancer dans le tatouage? La grosse thune, mec. Je ne vis que pour ça, hein? Non, en vrai, si tu veux te faire la thune, je recommande pas de faire tatoueur. Va plutôt regarder peut-être dans le milieu de l'agence immobilière ou quelque chose comme ça. Je pense que tu ne peux pas vivre du tatou si tu ne le fais pas par passion. Évidemment, au début, tu sais pas vraiment si t'aimes ça ou non. De base, j'étais attiré par tout ce qui était graphisme et art visuel, comme je te disais au début. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai jamais voulu travailler en tant que graphiste pour tous les inconvénients que j'ai dit. En fait, j'avais pas envie d'un patron qui me dise tu fais tel typo avec telle palette de couleurs bazar. Je voulais pouvoir laisser aller mon imaginaire complètement. Après, c'est ce que je m'imagine, puisqu'en fait, j'ai jamais travaillé en tant que graphiste dans une boîte ou même en freelance. Si ça se trouve, je sais, ça se passe pas comme ça. Je suis pas en train d'essayer de dégoûter certains d'entre vous de faire du graphisme, juste que moi, de base, le tatouage m'attire un peu plus. J'ai essayé et je suis un peu resté bloqué dedans, voilà. Tes influences artistiques. J'imagine, sans doute, quand on voit mon Insta, mais bien sûr, le surréalisme. Que ça soit dans la peinture, dans le graphisme, dans l'illustration, dans la photo, le surréalisme. On en arrive à la dernière question que je trouve hyper intéressante. Arrives-tu à déconnecter de ton taf de temps en temps?
Ça, c'est vrai que c'est dur. J'avoue que je suis en permanence en réflexion sur ce que je fais. Bon, après, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein. Je dis ça comme si j'étais fautif, mais en vrai, je pense que c'est juste un signe que j'aime ce que je fais. En fait, c'est ça le truc. La limite entre vie perso et vie professionnelle, elle est très fine. Parfois, c'est vrai que, tu vois, genre, je dessine jusqu'à 4h du matin et je dessine des tatous et donc, du coup, on pourrait se dire, ah, mais il travaille jusqu'à 4h du matin. Mais en même temps, enfin, c'est une passion et c'est moi qui veux dessiner jusqu'à cette heure-là, tu vois. Imaginons que le tatou ne soit pas mon métier. Peut-être que j'aurais quand même été là à 4h du matin à dessiner des illustrations éventuelles et, enfin, tu vois, ça revient au même, quoi. En fait, j'ai pas l'impression que ce que je fais c'est un travail. C'est un peu comme si j'étais en vacances toute l'année. Mais c'est vrai que quand tu lances ce genre de projet, t'es en réflexion en permanence. Tu vois, il se peut que je sois en train de faire mes courses et qu'en fait mon cerveau il me lance une idée quoi. De toute évidence, je vais la noter dans mon carnet. Les gens pourraient se dire genre ah putain même quand il fait ses courses il est en train de travailler bazar. Mais en fait non, tu vois, c'est pour mon propre kiff. Et j'ai un peu la même chose avec YouTube d'ailleurs. J'ai des idées de concept, je m'arrête, je les note. Cette limite super fine, elle est encore plus fine à cause d'Instagram, je pense. Je suis contactable à tout moment. Les gens parfois me contactent même au milieu de la nuit pour un projet. Et je pense pas que ce soit quelque chose que les gens feraient avec d'autres personnes qui ont un autre métier. Je sais pas, imaginons t'es programmeur. Les gens vont pas te contacter pour parler de leur projet de site à 2h du matin, quoi. Ce qui fait que parfois, c'est vrai, je dois me mettre moi-même des limites en fait. Me dire que à telle heure, c'est fini, je réponds plus aux gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut apprendre parce que ça peut très vite empiéter de trop, je pense. Bon, ben voilà les gars, j'ai essayé de résumer un maximum pour répondre au plus de questions possibles. Alors désolé si j'ai pas su répondre à toutes les questions, mais fallait pas que ça parte non plus en vidéo de 2h30, tu vois. Il y aura certainement une autre FAQ dans le futur. Peut-être pour un prochain palier d'abonnés, si la chaîne continue dans sa lancée. Je pense que c'est le moment de le rappeler, mais n'oubliez pas de vous abonner, hein. Je vous affiche mon Insta directement à l'écran. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller faire mon linge, parce que ça va être difficile d'aller travailler demain comme ça. Je vous fais la petite bise, et je vous dis à la prochaine les gars.